Bonjour tout le monde pour cette deuxième vidéo sur les dinosaures, hein. J'espère que vous avez regardé la vidéo précédente sur les dinosaures dans le modèle biblique, parce qu'on voyait qu'effectivement la Bible semble décrire des dragons, le Léviathan et le Béhémoth, et quand on voit la description, bah, ça correspond à des dinosaures, ça ne correspond pas à des animaux qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour rebondir là-dessus, aujourd'hui on va regarder l'archéologie et l'histoire. Alors c'est vrai que les dinosaures, c'est très connu, on dit qu'ils ont disparu il y a 65 millions d'années. Mais il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à croire qu'en effet, ils ont pu tout simplement disparaître il y a quelques milliers d'années, et peut-être même pour les derniers spécimens, hein, des petits spécimens, peut-être même au Moyen Âge. Donc pour les créationnistes, hein, c'est le déluge de Noé, hein, qui a fait disparaître les dinosaures. C'est vrai qu'ils vivaient bien dans leur environnement. On voit dans les fossiles, ils étaient dans un environnement qui était très adapté à eux. Et pourtant, eh bien, ils ont disparu de manière très paradoxale. Et il y a eu des milliers de théories pour essayer d'expliquer cette disparition. Mais je crois personnellement que la meilleure explication, c'est le déluge de Noé. Alors la paléontologie, c'est un peu comme la médecine légale. Donc il y a par exemple un mort dans une chambre. Les policiers y arrivent, la police scientifique arrive. Donc ils voient qu'il y a un couteau par ici, des traces de sang par là, des traces de boue par ici. Des empreintes sur les portes peut-être, il y a toutes sortes d'indices. Et si on fait venir différents policiers scientifiques, eh bien, ils vont peut-être faire différentes reconstructions. Il y en a un qui va peut-être dire que c'est la femme de la victime qui l'a tué, ou peut-être que c'est le voisin, ou peut-être que c'est la femme de chambre, le majordome, le chauffeur de taxi, ou qui sais-je. Et donc il y a plusieurs versions qui peuvent être proposées à partir des mêmes éléments d'observation. Donc c'est exactement la même chose avec le modèle créationniste et le modèle évolutionniste. Le débat se situe vraiment au niveau de l'histoire des fossiles et non pas sur les fossiles. Sur ce qui est observé, tout le monde est d'accord. Ce qui fait débat, c'est l'histoire du fossile. Il est vraiment important de comprendre ça, hein. La science historique, ce n'est pas une science qu'on peut reproduire dans les laboratoires ou dans la nature. On ne peut pas reproduire, on ne peut pas faire de tests. Et donc on échappe ici à la méthode scientifique. On est vraiment, c'est plus de l'histoire au final que de la science. Quand vous trouvez un fossile, eh bien, est-ce qu'il a disparu il y a 65 millions d'années? Il y a 100 millions d'années? Il y a 10 000 ans? Ça c'est ouvert au débat. Alors on va regarder le registre fossile dans un premier temps. Selon les évolutionnistes, si deux espèces ne sont pas trouvées en même temps, c'est qu'ils n'ont pas vécu en même temps. Et donc l'inverse est vrai aussi, s'ils sont trouvés au même endroit, eh bien ça veut dire qu'ils ont vécu en même temps. Alors que dans les livres où on parle des dinosaures, on a souvent des images de volcans en feu et des dinosaures qui semblent être les espèces uniques de leurs époques, eh bien on a trouvé de plus en plus d'autres animaux modernes, eh bien, qui ont vécu avec les dinosaures. Alors moi je dis animaux modernes, faites attention parce que on donne des noms scientifiques à ces animaux, très compliqués, alors qu'au final, ben, c'est des animaux qui sont comme ceux d'aujourd'hui, et donc ce ne sont pas des espèces primitives. Je vous lis cette citation. Des canards ont peut-être pagayé dans les marais primitifs lorsque le T-Rex était le roi des dinosaures, ont annoncé des scientifiques dans la revue Nature. Il y a aussi le cas de l'ornithorynque dont un spécimen supposément âgé de 120 millions d'années a été retrouvé et qui ressemble fortement aux ornithorynques d'aujourd'hui. Les ornithorynques vivants adultes n'ont pas de dents, mais la découverte de fossiles d'ornithorynques en Australie démontre que leurs ancêtres avaient des dents qui étaient uniques et distinctives. Ceci, quoique cela puisse représenter une occasion pour les évolutionnistes de dénoter une évolution, n'en est pas une. Il s'agit plutôt de la dévolution prônée par les créationnistes. Voilà, il n'y a en effet pas il n'y a pas de création d'une nouvelle fonctionnalité, hein, c'est plutôt la perte d'une aptitude, donc on n'a pas une évolution. Autrement dit, l'ornithorynque d'origine comprenait des gènes qui ne sont plus compris dans les derniers ornithorynques. D'ailleurs, le vieux spécimen de 120 millions d'années est même équipé du très complexe système d'électrolocalisation lui permettant de trouver sa nourriture, ce même système qui, aux yeux des évolutionnistes, ne permettait pas de le qualifier d'espèce primitive ou transitionnelle. Les ornithorynques ont apparemment vécu avec les dinosaures selon le registre fossile. Les plus vieux os de lapins ont aussi supposément un grand âge, 53 millions d'années. Le docteur Whipple, qui a trouvé ces ossements, a même dit qu'il ne serait pas étonné de trouver d'autres lapins vieux de 80 millions d'années,
ceci révélant encore que les dinosaures ont vécu avec toutes sortes d'espèces à leur côté. Même chose avec une créature qui ressemble à un castor retrouvé et qui aurait 154 millions d'années. On a également trouvé des restes de dinosaures dans le ventre d'une espèce qui apparemment est un ratel, c'est-à-dire un blaireau à miel. La plupart des créatures qui auraient dû exister si le système évolutionniste était vrai n'ont jamais été trouvées, et ceux qui ont été retrouvés ne cadrent pas à l'arbre évolutionniste. Il y a vraiment un article intéressant sur le site qu'est-ce-que-la-vérité.com, donc c'est l'article sur le registre fossile. Encore une fois, hein, je vous invite à aller sur l'onglet article PDF et vous trouverez cela. Voici une citation du géologue évolutionniste Stephen Good. L'extrême rareté des formes de transition dans les archives fossiles persiste comme secret commercial de la paléontologie. Les arbres évolutifs qui ornent nos manuels n'ont de données qu'aux extrémités et au nœud de leurs branches, le reste est une inférence, aussi raisonnable soit-elle, mais pas la preuve de fossiles. Alors tout au plus, hein, il s'agit juste d'une forêt d'arbres enchevêtrés, avec en tête des espèces mères, ou plutôt des genres, similaires à la classification famille en taxonomie, un couple originel pour chaque genre-famille comme dans la perspective biblique. Tout ceci montre que les animaux modernes ont vécu avec les dinosaures. En fait, ce qui est trompeur, c'est l'âge supposé de toutes ces espèces, y compris l'âge des dinosaures. Mais si on les replace tous dans une époque récente, tout devient plus logique, notamment dans la perspective d'un déluge qui a emporté toutes les espèces en l'espace de quelques semaines ou mois. Également un autre sujet intéressant à mentionner, ce serait l'évolution des reptiles en oiseaux. Et on va dire que ces dernières décennies, eh bien, on se rend de plus en plus compte que c'est impossible. On a vraiment des organismes qui sont complètement différents. Par exemple, les reptiles sont des animaux à sang froid, les oiseaux des animaux à sang chaud, ils n'ont pas le même système respiratoire. Et en fait, une évolution graduelle ne marcherait pas. Parce que si vous êtes mi-reptile, mi-oiseau, ça veut dire que vous savez ni ramper et ni voler. Euh, L'espèce n'est pas fonctionnelle. Et au final, le modèle biblique de la création en 6 jours est très réaliste parce qu'on voit aujourd'hui que le monde du vivant, les créatures sont toutes complexes. La moindre des cellules est très complexe. Et en fait, soit vous avez tout dès le début et donc l'espèce est fonctionnelle, la bactérie est fonctionnelle, l'animal est fonctionnel, soit vous avez un petit problème, vous avez juste, comme dans une voiture, vous avez juste une pièce qui ne marche pas, la voiture ne roule pas. Et donc, par exemple, pour le vol, c'est pareil, pour les avions, c'est pareil. Quand les gens, ils ont créé, quand les chercheurs, ils ont créé les premiers avions, il a fallu tout assembler. Il a fallu assembler toutes les pièces. C'était pas possible de le faire pièce par pièce. Et donc, quand la Bible dit que tout a été créé d'un coup, enfin en 6 jours, c'est assez réaliste parce qu'on voit que il a fallu en fait que toutes les espèces soient fonctionnelles dès le début. Il a fallu que tout soit créé dès le début. Le fonctionnement graduel de l'évolution, en fait, ne marche pas. Parce que vous vous retrouvez avec des espèces qui ne sont pas fonctionnelles, avec une bactérie qui n'est pas fonctionnelle. Donc le modèle où tout apparaît d'un coup, c'est ce que la science nous renvoie, avec la complexité de l'ADN. Par exemple, l'être humain il a 3 milliards de lettres qui sont ordonnées correctement. Et on n'écrit pas un livre, parce que, et en plus l'ADN du corps humain, de l'humain, ça représente, par exemple, je crois que c'était 850 Bibles. Donc pour avoir 850 Bibles ordonnées, vous ne faites pas à coup de pièces jetées en l'air, quoi. Il vous faut vraiment une organisation. Donc c'est vraiment intéressant de voir que l'évolution des reptiles en oiseaux n'est pas possible et c'est reconnu maintenant par les évolutionnistes. Je vais vous montrer ça avec une citation de Anne Gibbons, journaliste scientifique. Voici la première preuve dans les tissus mous que les théropodes avaient le même type de compartimentation des poumons, du foie et des intestins que l'on trouverait chez un crocodile et non chez un oiseau. John Ruben, paléontologue des vertébrés, utilise cette preuve pulmonaire pour argumenter non seulement que les dinosaures étaient incapables des taux élevés d'échange de gaz nécessaires pour l'ohémothermie, particulière aux animaux à sang chaud comme les oiseaux, mais aussi que leurs poumons, semblables à des soufflets, n'auraient pas pu évoluer vers les poumons haute performance des oiseaux modernes. Donc excite la théorie du passage reptilien au monde volant. D'ailleurs, il y avait même des oiseaux au temps des dinosaures, donc ça c'est pas jouable à plusieurs niveaux. Et donc je vous renvoie également sur le site qu'est-ce-que-la-vérité.com pour avoir un article plus détaillé. Donc l'article s'appelle La complexe évolution des espèces a-t-elle eu lieu? Et vous verrez encore si c'est nécessaire qu'elle n'a pas eu lieu, qu'elle n'est pas possible. Alors il y a un autre élément aussi à noter dans le cas des dinosaures, mais dans le cas de d'autres espèces.
C'est les fossiles vivants, hein. Donc on a des fossiles qui ont vécu il y a des centaines de millions d'années, qui sont toujours là aujourd'hui, d'ailleurs qui n'ont pas changé. Donc on se pose la question où sont les changements, parce qu'en centaines de millions d'années, il y aurait forcément des mutations, il y aurait forcément des changements. Il n'y en a pas. Donc ça c'est compliqué. Et en plus, on a des fossiles donc, qui apparaissent dans des couches basses, dans des couches géologiques basses, qui n'apparaissent plus dans les couches géologiques supérieures. Jusque-là, tout va bien pour les évolutionnistes, mais ils sont encore vivants aujourd'hui. Donc, ils ont zappé plusieurs couches géologiques pour être là encore aujourd'hui. Donc, on voit bien que les couches géologiques, en fait, ne s'expliquent pas par une différence des échelles de temps. Elles s'expliquent par le déluge. C'est le déluge qui a fabriqué ces couches géologiques, une grande partie du moins. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des fossiles polystrates, hein, des fossiles qui traversent plusieurs couches, des grosses créatures comme les dinosaures qui prennent de la place. Donc c'est pour ça qu'en fait qu'on ne peut pas indiquer que le registre géologique s'explique par des échelles de temps. Il s'explique plutôt par le mouvement des eaux. Et effectivement, les créatures, elles ont été enterrées dans un ordre différent parce que les eaux du déluge ont trié les animaux d'une manière différente, hein. C'est vrai que on voit bien d'ailleurs que 95% du registre fossile, c'est des invertébrés marins. Donc dans le cadre du déluge, c'est banco, c'est bingo. Voilà. Et donc après, effectivement, il y a les poissons au-dessus, il y a les reptiles, puis après il y a des créatures, il y a des mammifères, puis après il y a les hommes, puis après il y a des oiseaux. Donc c'est vrai qu'on a un ordonnancement général dans les couches géologiques qui cadrent avec le déluge. Alors c'est bien sûr pas le cas dans toutes les couches géologiques. C'est vrai qu'après, avec un événement violent, on se retrouve avec des choses qui ne sont pas forcément très logiques. Mais c'est vrai qu'on a quand même un cadre général qui colle bien au déluge. Mais on verra ça avec une émission qui sera vraiment concentrée sur les couches géologiques et les fossiles. Alors on a un exemple avec les coelacanths et les humains. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé les coelacanths et les humains dans la même couche, enterrés dans la même couche. Et pourtant, les deux vivent encore aujourd'hui. Dans le même temps, les coelacanths et les baleines ont supposément vécu des millions d'années ensemble, et pourtant, on ne les a jamais retrouvés ensemble. Donc c'est pourquoi les couches géologiques semblent vraiment ne pas s'expliquer par des échelles de temps les séparant. Dans le cas des hommes et des dinosaures, c'est vrai qu'on ne les a pas retrouvés ensemble, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas un jour. Maintenant, si on ne les retrouve pas, c'est vrai qu'il y a il y a quand même une logique à ça. Euh, En dehors du fait qu'ils ont peut-être été sur des terrains différents au moment de l'enfouissement. Ce qui ressort du modèle biblique, c'est qu'il y a eu, dans le texte de la Septante, 2256 ans entre la création et le déluge. Donc si vous avez une croissance démographique approximative, vous n'avez pas grand monde, hein, au moment du déluge, vous avez une dizaine de millions d'êtres humains. Alors si on regarde les 700 millions de kilomètres cubes de couches sédimentaires, avec un être humain fossilisé par-ci par-là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains dans le registre fossile. Si les 10 millions d'êtres humains ils avaient été fossilisés, on en trouverait un tous les 70 km3. S'il y avait que par exemple 1% qui était fossilisé, bah, vous vous retrouvez avec voilà, un squelette par-ci par-là. Donc c'est assez normal qu'on ne les trouve pas avec les dinosaures. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a une règle en science, on ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas, hein. Et je vous montre une citation qui illustre bien cela. Alors c'est une citation de Donald Berg, un paléontologue. Nous trouvons des mammifères dans presque tous nos sites de fouilles de dinosaures, ceux-ci n'ont pas été remarqués il y a des années. Nous avons environ 20 000 livres d'argile bentonique contenant des fossiles de mammifères que nous essayons de donner aux chercheurs. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants, c'est juste qu'on ne vit qu'une seule fois. Je me suis spécialisé dans autre chose que les mammifères, je suis spécialisé dans les reptiles et les dinosaures. Donc il se peut qu'il y ait des humains enterrés aux côtés des dinosaures avec beaucoup d'autres espèces, mais les recherches effectivement ne sont pas faites dans ce sens-là. Donc il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver ce qu'on n'a pas cherché. Et si un jour on devait trouver un être humain à côté d'un dinosaure, de toute façon il y aura une explication. On a eu plusieurs fois ce cas-là, à chaque fois qu'il y a des découvertes qui vont dans le sens du modèle biblique, il y a toujours des mécanismes olé olé qui sont proposés pour essayer de ne pas reconnaître l'évidence. Et ça, c'est vrai que ça nous amène à parler de l'ADN, des tissus mous, des protéines comme le collagène, qui ont été trouvés dans les fossiles de dinosaures. Donc ça, c'est à partir de 2005 que ça a été vraiment popularisé avec Mary Schweitzer qui avait fait des découvertes, qui avait beaucoup de mal d'ailleurs à publier ces découvertes, parce que c'est vrai que c'est des découvertes qui indiquent que les dinosaures ont disparu récemment, quelques milliers d'années en arrière. C'est vrai que s'il y avait eu 65 millions d'années
entre nous aujourd'hui et donc les disparitions des dinosaures, eh bien on ne retrouverait plus rien. Il y aurait plus de matière organique, il n'y aurait plus d'ADN, il n'y aurait plus de tissu mou, il n'y aurait plus de protéines, il n'y aurait plus rien à découvrir. Et donc bah là, effectivement, les évolutionnistes, chamboulés qu'ils ont été par cette découverte, alors déjà il y en a beaucoup qui ne l'ont pas reconnu et qui ne le reconnaissent pas encore, eh bien ils disent que c'est le fer qui a permis cette conservation. Donc ils ont inventé un mécanisme en fait pour l'occasion. Donc alors que la science montre bien à quel point ces éléments complexes se décomposent. Et donc ça correspond vraiment au modèle créationniste, ça correspond aux attentes du modèle biblique. On avait vu hein, que dans le livre de Job, il y avait une description de dinosaures, donc les gens de cette époque-là, hein, peut-être qu'il y a 4 ou 5 000 ans, ils ont peut-être fréquenté des dinosaures, ils en ont peut-être vu, et donc ben, voilà, la science semble montrer que c'est une vraie possibilité. Il y a aussi eu la détection de carbone 14 hein, dans du matériel ancien, hein, comme les diamants, qui viennent des profondeurs de la Terre, et qui ne sont pas exposés en plus à l'atmosphère, donc ils ne devraient pas avoir de carbone, et du carbone 14 aussi dans les dinosaures. Alors ça pose un vrai problème, parce que c'est vrai que la demi-vie du carbone 14, c'est 5730 ans. Donc en gros, c'est une méthode de datation hein, pour les objets organiques, et ça nous indique, ça nous indique des âges de milliers d'années. C'est vrai que si vous êtes sur des millions d'années, logiquement, vous n'avez plus de carbone 14. On voit bien que la décroissance du carbone 14 dans le matériel organique, on voit bien que cette décroissance ne peut pas indiquer des millions d'années. Alors comme il y a du carbone 14 dans les fossiles de dinosaures, donc ça encore une fois c'est encore un argument supplémentaire, le millionième argument qui va dans l'escarcelle biblique. Donc on a des dinosaures visiblement qui ont disparu il y a quelques milliers d'années. Hein, il y a du carbone 14, donc on ne va pas pouvoir dire précisément quand, parce que c'est vrai que le carbone 14, il y a un débat d'ajustement des données, le taux n'a pas été stable forcément dans le passé, il y a le déluge qui est passé par là, qui a tout bouleversé, mais en tout cas, bah, il donne une échelle des milliers d'années, et il infirme, il réfute l'échelle des millions d'années. Alors vous trouverez hein, des mécanismes à droite à gauche hein, qui vont argumenter des processus complexes pour essayer de défendre l'idée que tout ce matériel a pu survivre 65 millions d'années. Et là, c'est vrai que c'est à vous de voir la pertinence hein, des arguments. Il y aura toujours hein, des mécanismes proposés, hein, ça c'est sûr. On ne peut pas reconnaître que la Bible a raison. Et dans tous ces mécanismes, hein, on ne voit pas le principe du rasoir d'Occam, aussi appelé le principe de simplicité, où les hypothèses existantes suffisantes doivent être préférées pour expliquer les phénomènes qu'on observe. Quand on voit toutes ces informations sur le dinosaure, hein, archéologiques, historiques, scientifiques, qui indiquent une disparition il y a quelques milliers d'années, il faut tout simplement tirer cette conclusion. Il ne faut pas chercher des mécanismes pour permettre les millions d'années. Il ne faut pas que le paradigme s'impose à la science, il faut que la science s'impose au paradigme. Donc voilà, ne vous laissez pas impressionner par les films comme Jurassic Park. Alors on va passer au volet archéologique, parce que là aussi on a encore des données qui vont aller dans le sens de tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Donc vous voyez, il y a vraiment des arguments lourds et nombreux. Donc voilà, suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors voici une citation du World Book Encyclopedia. Les dragons légendaires ressemblent étrangement à de véritables créatures qui ont vécu dans le passé. Ils sont comme les grands reptiles dinosaures qui ont habité la Terre longtemps avant que les hommes n'aient supposément apparu sur Terre. Alors les descriptions qui sont faites de ces créatures dans les différentes cultures est un témoignage puissant que les dinosaures ont vécu en même temps que toutes les autres espèces, y compris les humains. Et pourtant, l'association dragon égale dinosaure n'est pas acceptée. Voici ce que dit Louis Jacob, auteur et ancien président de la Society of Vertebrate Paleontology. Une telle association dissiperait une terre avec une vaste antiquité. Toute l'histoire de la création, y compris le jour du repos, pourrait s'adapter aux 7 jours bibliques du mythe de la Genèse. L'évolution serait vaincue. Donc vous voyez, hein, on pourrait faire cette association dragon égale dinosaure, parce que c'est la même description, hein, on est sur les reptiles. Mais c'est vrai que cette association, elle pose quelques problèmes, hein, elle pourrait vaincre l'évolution. Alors les récits de dragons hein, se trouvent un petit peu partout sur la Terre. On a des éléments archéologiques et historiques un petit peu partout, et donc passons-les en revue. Alors on peut analyser l'histoire de Saint Georges et le dragon. Certes, elle a été mythologisée, mais il faut bien qu'il se soit inspiré quelque part. On a le drapeau du Pays de Galles qui comporte aussi un dragon. Alors essentiellement, il est composé d'un gros dragon rouge.
On a le cas d'Alexandre le Grand, après qu'il ait envahi l'Inde, on a cette citation à ce sujet. Hélianus parle d'un dragon en Inde qui, lorsqu'il aperçut l'armée d'Alexandre à portée de main, émit un sifflement et un souffle si prodigieux qu'il effraya et troubla grandement toute l'armée, et il en rapporte un autre qui était dans une vallée près du mont Pélénaos, sur l'île de Chios dont le sifflement était terrible. On a le cas des signes du zodiaque chinois qui comprend un dragon. Le motif du dragon est omniprésent en Chine, aussi bien sur les broderies et les sculptures. Le calendrier chinois a un rat, un lapin, un tigre, etc. et comprend également un dragon. Alors pourquoi les Chinois auraient inclus une créature mythique au milieu de tous ces animaux normaux? Il y a une ville de France, Nerluc, qui a été renommée en l'honneur d'un dragon tué, la Tarasque. L'animal était plus gros qu'un bœuf et avait de longues et pointues cornes sur la tête. Peut-être alors s'agissait-il d'un tricératops ou quelque chose dans le genre. Il y a également Marco Polo, qui a apporté sa pierre sur le sujet des dinosaures ou des dragons. Dans cette province vivent d'énormes serpents, et serpents d'une taille telle que personne ne pourrait s'empêcher d'être étonné, même d'entendre parler d'eux. Ils sont une horrible créature à voir, ils ont une tête et des yeux énormes, tellement bombés qu'ils sont plus gros que des pins. Leur bouche est assez grande pour avaler un homme en une gorgée. Leurs dents sont énormes, dans l'ensemble le monstre est d'une masse et d'une férocité si démesurée qu'il n'y a ni homme ni bête, mais qu'il a peur d'eux. Ils vont dans les tanières où les lions, les ours et les autres bêtes de proie ont leurs oursons pour les engloutir, les parents ainsi que les jeunes. Hérodote, également, en a parlé dans son deuxième livre. On dit que les serpents ailés volent d'Arabie au début du printemps et vont vers l'Égypte. Ils sont comme des serpents d'eau, et ils n'ont pas de plumes sur leurs ailes, mais sont plutôt comme les ailes des chauves-souris. Le livre historique européen du XVIe siècle, Historiae Animalium, répertorie un certain nombre d'animaux qui seraient aujourd'hui classés parmi les dinosaures. Le livre revendique que les dragons n'étaient pas encore éteints au XVIe siècle, mais qu'ils étaient très rares et plus petits qu'avant. Ulysse Aldrovandus, un naturaliste de l'époque, relate un affrontement entre un paysan nommé Batista et un dragon dont la description correspond à Tanis trophaeus, un dinosaure de petite taille. Cet affrontement a eu lieu en 1572 près de Bologne en Italie. Carl Sagan, un gagnant du prix Pulitzer, qui a écrit le livre Dragons of Eden, a même tenté d'expliquer que la récurrence des dragons à travers les différentes cultures du monde était due à un souvenir que nous aurions gardé depuis l'époque où nous étions encore des mammifères, lorsque les dinosaures existaient et qu'à travers notre ADN, nous en aurions gardé le souvenir sans pour autant que nous en ayons réellement vu. Il explique que ce serait la peur horrible provoquée qui se serait imprimée dans notre cerveau à travers des millions d'années et qui subsisterait encore aujourd'hui. Alors encore là, on voit que le principe de simplicité du rasoir d'Occam n'est pas appliqué et on est obligé donc de trouver des mécanismes complexes, des reconstructions rocambolesques pour expliquer que les dragons sont légendaires et qu'ils ne sont pas des dinosaures. Étudions maintenant des objets de l'Antiquité qui semblent représenter des dinosaures. Alors prenons note du saut cylindre mésopotamien qui représente de grands dinosaures. Cette créature a 4 jambes, un long cou, une longue queue et ressemble à un brachiosaure. Le cou des deux bêtes sur l'image sont enroulés autour de l'autre. Nous avons également le stégosaure d'Angkor Wat. Au Cambodge, également au temple d'Angkor, construit il y a plus de 800 ans, se trouve une colonne avec un dinosaure sculpté à 4 jambes, une queue et des plaques sur le dos, et cela nous fait penser fortement à un stégosaure. Alors le contexte du stégosaure d'Angkor montre qu'il est représenté avec de nombreux animaux connus des habitants, comme un buffle d'eau. Alors concernant le stégosaure d'Angkor Wat, j'ai un article sur le site concernant le stégosaure d'Angkor où je rentre bien plus dans les détails, parce que bien sûr il y a des débats sur le fait qu'il s'agisse d'un dinosaure ou pas. Sur la tombe de l'évêque Bell à la cathédrale de Carlisle sont également représentés des dinosaures dans la même position, les coups enroulés, que le saut-cylindre mésopotamien. Ces deux pièces sont séparées de centaines d'années et de centaines de kilomètres, et elles représentent des créatures similaires. Cette superbe image de la tombe de l'évêque Bell montre ce qui semble être des dinosaures. L'image révèle les gravures dans le filet de laiton que tout écolier identifierait innocemment comme des dinosaures sauropodes bien connus, ceux avec un long cou et une queue. Ils semblent être engagés dans un combat avec leur cou, comme cela est également typique du comportement des girafes, ou peut-être en train de se courtiser. Les deux hypothèses sont familières dans le règne animal. La palette de Narmer, avec les plus anciens hiéroglyphes connus, montre toujours la même chose, la position des coups enroulés. Il est difficile de voir comment des artistes de l'Antiquité auraient pu produire de si bonnes représentations des grands reptiles de l'histoire, à moins qu'ils ne les aient vus eux-mêmes ou que des témoignages précis ne leur aient été transmis par des témoins oculaires.
Il a fallu des décennies aux paléontologues modernes pour commencer à reconstruire fidèlement ces magnifiques animaux. Ce genre d'éléments conforte la thèse des créationnistes indiquant que les populations passées ont connu des dinosaures et donc qu'ils ne se sont pas éteints il y a 65 millions d'années, mais peut-être pour les derniers spécimens au Moyen Âge. Alors évidemment, hein, les partisans de l'évolution, hein, ils ne vont pas adhérer à ça, ils vont dire que c'est des animaux mythologiques, hein, et que chaque culture est venue à dessiner les mêmes animaux comme une coïncidence. Ben on en revient à la médecine légale, donc vous avez un mort dans la salle, et donc vous avez plusieurs reconstructions. Qui est le meurtrier? Eh bien, je pense qu'il s'agit du déluge, hein. Ensuite, c'est vrai qu'après le déluge, il y a eu quelques dinosaures qui sont sortis de l'arche, mais avec l'ère glaciaire, avec tout ce qui s'est passé avec la Terre qui était beaucoup plus hostile après le déluge, surtout pour des animaux énormes, eh bien ces dinosaures-là, ils ont disparu, hein. Après, il y a peut-être plusieurs raisons, hein. Des problèmes de climat, la chasse, il y a certainement plusieurs raisons, puis le recul des territoires. Alors, ça, c'est l'histoire de la Terre. On voit bien que plus ça va, et plus l'environnement est détruit, et donc les animaux, ben, ils n'ont plus de place pour vivre, malheureusement. Alors à partir de la même observation, à partir des mêmes fossiles, eh bien, on a deux histoires qui se dégagent, et donc bah, c'est à chacun de voir quelle est l'histoire qui a du sens, qui est cohérente, et qui nécessite le moins de processus rocambolesques et complexes. Et donc terminons cette vidéo avec une citation du docteur scientifique Jonathan Safarty. La vraie science montre qu'il y a des tissus mous et des protéines et de l'ADN dans les os de dinosaures. La vraie science montre à quelle vitesse ces choses se décomposent, en particulier l'ADN. Ce que la vraie science ne montre pas, c'est le dogme des millions d'années. Mais comme les découvreurs croyant ce dogme, ils étaient extrêmement sceptiques au début. Voilà pour cette vidéo sur les dinosaures, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et à visiter le site qui est plein de ressources pour défendre le modèle biblique et donc expliquer à vos amis, à votre entourage, qui peut faire confiance à Jésus, à l'Éternel.